Ce magazine vous est offert par... Bonjour à tous et bienvenue sur Diapositif. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'investir un petit peu plus dans, on va dire, la politique, puisqu'il faut dire les choses comme elles sont. J'ai envie de voir un petit peu que va devenir notre ville de Moissac. Pour cela, j'ai invité l'ensemble des candidats au poste de maire, puisque M. Henriot ne se présentant plus, à venir me rencontrer et à répondre à quelques questions filmées pour que vous puissiez en avoir toutes les réponses et pouvoir aussi vous permettre de juger, argumenter et avoir peut-être des réponses aux questions que vous vous posez. Le premier candidat qui s'est déclaré, c'est M. Romain Lopez. Bonsoir. Bonsoir Tony. Ça va? Ça va, merci pour l'invitation. Avec plaisir, merci déjà d'avoir répondu favorablement à mon invitation. C'est normal. Du coup, c'est le jeu de la démocratie. C'est le jeu de la démocratie, effectivement. On va partir pour une trentaine de minutes. On va essayer de caler nos questions, enfin mes questions en tout cas, dans ces 30 minutes pour répondre sur ce qu'attendent les Moissaguais. Premièrement, c'est vous découvrir, mais aussi découvrir un petit peu le rôle que vous voyez en vous d'un futur maire de cette ville-là. Vous êtes jeune candidat au poste de maire pour les prochaines élections. Vous avez commencé à annoncer votre candidature avec des propos d'inquiétude et de changement. Vous avez dit dans la presse locale, si je cite, « La médiation a échoué, il est temps de passer aux sanctions ». Alors pourquoi devenir maire de la ville? Et avec qui souhaitez-vous mettre en fonction de tels propos? Avec qui vous désirez travailler ou pas? Alors déjà, s'engager pour la commune de Moissac, c'est pour moi quelque chose d'inné, de naturel. Parce que je suis né dans cette ville il y a un peu plus de 30 ans. Donc c'est à la fois un engagement politique, mais aussi affectif. J'ai constaté, comme beaucoup de Moissagais, l'évolution négative de notre commune dans plusieurs domaines. Et puis, je souhaitais m'engager pour essayer, parce que je ne suis pas fataliste, j'ai 30 ans, je suis un père de famille, donc je ne peux pas me résigner à la fatalité. D'autant que Moissac a un potentiel extraordinaire, notamment de par ses habitants, et j'ai envie d'essayer de mettre en ébullition toutes ces qualités qui dorment actuellement au sein des Moissagais, les réveiller pour qu'ensemble nous puissions retrouver, d'où le slogan de notre campagne, le dynamisme de Moissac, l'attractivité de Moissac et la qualité de vie à la Moissagaise. Donc, concernant travailler avec... Travailler avec qui avec qui souhaitez-vous travailler? Moi, je ne suis pas sectaire. Quand on veut être maire d'une commune, et si on arrive à l'être, on est le maire de tous les Moissagais, quels qu'ils soient. À Moissac, il y a des gens qui œuvrent déjà au sein des services municipaux, je pense aux employés, je pense aussi au monde associatif. Donc nous travaillerons avec l'ensemble de ces personnes-là, aussi les chefs d'entreprise de Moissac, bien évidemment les commerçants qui sont actuellement assez marginalisés et peu écoutés par l'équipe municipale, et puis surtout les Moissagais d'abord. Parce que nous sommes élus grâce aux Moissagais et nous œuvrons pour les Moissagais. Et donc nous devons associer la population de manière continue au travail de la municipalité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui n'a pas été d'ailleurs aussi le cas par le passé. Donc nous allons mettre à disposition des Moissagais de nouveaux outils qui n'existaient pas actuellement. Je pense au cahier de doléances que nous allons mettre dans plusieurs quartiers pour permettre aux Moissagais qui ne peuvent pas se déplacer en mairie d'inscrire les doléances qu'ils veulent faire monter issues de leur quartier. Nous allons mettre en place des conseils de quartier. Alors c'est vrai, il en existe 2 actuellement au Sarlat et au centre-ville. Ils sont liés au quartier prioritaire de la ville. Nous voulons les étendre à Semnois, à la Mégère, à Confluence, à Matali. Et surtout, réformer ceux du Sarlat et du centre-ville pour que les citoyens se les approprient réellement et qu'ils puissent discuter directement avec le maire, son adjoint et le directeur des services techniques. Ce qui n'est actuellement pas le cas aujourd'hui, puisque les 2 conseils citoyens existants sont surtout monopolisés par quelques personnes du domaine associatif et nous voulons démocratiser ces outils-là.
Nous associerons également la population par le biais des référendums. Donc je considère que les Moissagais, finançant leur propre politique par les impôts, doivent pouvoir donner leur avis en fonction de l'utilisation qui est faite de leur propre argent. Donc nous mettrons en place des référendums locaux sur des grands sujets municipaux et également nous mettrons en place le référendum d'initiative populaire locale où lorsqu'environ 1000 Moissagais demanderont à mettre à l'ordre du jour une question en conseil municipal, elle sera soumise en délibération au conseil municipal. Donc nous voulons vraiment démocratiser la vie politique locale et associer pleinement les Moissagais qui aujourd'hui sont totalement mis à l'écart de la politique qu'ils subissent donc et qu'ils ne choisissent pas en réalité. Moissac est situé dans le département du Tarn-et-Garonne et recense environ 13 000 habitants, quelque chose de près, on n'est pas loin de ça. Les Moissagais ont un revenu médian, si j'en crois les chiffres, d'environ 15 932 €, ce qui est inférieur de 25% à la moyenne nationale. Donc on a une population qui a un taux de pauvreté de 25%. On a des gens qui ont des familles qui sont plutôt monoparentales, enfin pour beaucoup de cas, on a beaucoup d'ouvriers, pas tant que ça agricole, on se rend compte de tout ça. On se rend compte que environ 57% des foyers fiscaux de la ville ne sont pas imposables. Donc ce n'est pas une ville qui est riche, c'est une ville qui est endettée, on le sait. Je voulais vous poser une question, puisque du coup vous avez 30 ans et vous connaissez un peu Moissac comme on dit. La question est simple, mais pour vous, à quoi ressemble un Moissagais ? Alors, vous l'avez dit, effectivement, vous avez développé quelques caractéristiques socio-économiques de Moissac. Effectivement, il y a de mémoire 30% d'ouvriers à Moissac, 26% de familles monoparentales. Donc si on veut faire un peu dégager 4 caractéristiques particulières à Moissac, il y a effectivement le fait que c'est une population avec un âge avancé, un tiers de retraités. Le fait, il ne faut pas l'oublier, qu'il y a beaucoup de familles monoparentales, donc de femmes seules avec leurs enfants. Le fait aussi que c'est une population pauvre, vous l'avez dit, seulement un peu plus d'un tiers des foyers imposables, de mémoire également un tiers des jeunes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 20% de retraités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et puis une quatrième caractéristique, c'est une ville qui a été alimentée par plusieurs vagues successives d'immigration. Il y a à peu près, au dernier chiffre de 2015, 13% d'étrangers et 20% d'immigrés. Les immigrés, ce sont des gens qui sont nés à l'étranger et qui ont acquis pour la plupart la nationalité française. Donc il y a beaucoup de descendants d'immigrés aussi. Moi-même par mon patronyme, effectivement, j'en fais partie. Donc c'est une spécificité particulière qui pose aussi des questions qu'il ne faut pas occulter dans la gestion municipale de la ville de Moissac. Est-ce que ça vous inquiète d'avoir une population qui est délicate? Non, mais ça ne m'inquiète pas. Je veux dire, quand on ambitionne d'être maire, on n'a pas à être inquiet de quoi que ce soit. Au contraire, on doit rassurer la population. Il y a des problèmes qui se posent à Moissac. Il faut faire des constats qui sont des fois peut-être difficiles à entendre pour certains, mais si on ne fait pas ces constats-là, nous ne pourrons pas régler les problèmes qui se posent à Moissac. Vous parliez effectivement de la pauvreté. Oui, c'est un fait, il y a des problèmes de pauvreté à Moissac, et parce qu'il y a aussi ces problèmes de pauvreté, il y a une insécurité culturelle très forte à Moissac, qui est plus forte encore que l'insécurité physique, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a très peu d'agressions physiques à Moissac. Il y en a de temps en temps. Cette semaine, il y a une dame notamment qui s'est fait agresser à Lidl. Il y a eu des soucis dans certaines rues du centre-ville avec des dames qui allaient se garer à certaines places et des hommes les ont importunés. Ces problèmes-là, il ne faut pas les occulter, mais c'est essentiellement une insécurité culturelle. Qu'est-ce que c'est qu'une insécurité culturelle pour que les gens comprennent un peu? Et je pense que c'est le véritable problème de vivre ensemble à Moissac aujourd'hui, ce fait d'insécurité culturelle, c'est que vous avez une communauté majoritaire, la communauté moissagaise, avec ses us, coutumes, ses valeurs, son mode de vie, qui se sent aujourd'hui, on va dire, en concurrence avec une contre-culture arrivée ces dernières années d'Europe de l'Est, qui impose, on va dire, ses mœurs au sein de l'espace public. Et les politiques, au lieu d'essayer d'assimiler cette nouvelle population,
pour permettre à ce destin commun moissagais de perdurer, de se vivre ensemble, pour reprendre, mais j'aime pas trop ce terme, vivre ensemble, je préfère le destin commun moissagais, c'est plus fort. Aujourd'hui, les politiques, elles ne jouent pas ce jeu-là, elles divisent. Elles font en réalité des politiques sectorielles, en fonction des identités. Et donc, la communauté majoritaire pense que les politiques publiques aujourd'hui menées à Moissac servent à rééquilibrer une sorte de rééquilibrer l'égalité entre ces nouveaux arrivants et la communauté actuelle. Et quand on essaie de rééquilibrer l'égalité, de temps en temps, on crée une inégalité au profit de la communauté majoritaire. Donc ça, demain, si nous arrivons aux affaires, nous allons prendre en bras le corps ce problème qui est essentiel pour le devenir de Moissac, et nous essaierons véritablement de pacifier la ville, de mettre un terme à ces mauvaises habitudes qui ont été prises en centre-ville, et à faire comprendre aux nouveaux arrivants qu'ils ont leur place à Moissac, mais qu'ils doivent du coup respecter les us, les coutumes, les valeurs des personnes qui les accueillent. Parce que quand on va chez quelqu'un, moi si je viens chez vous, je ne vais pas arriver mettre mes pieds sur le canapé. Je ne vais pas ouvrir la fenêtre si vous ne souhaitez pas qu'on l'ouvre. Bon, je vais respecter vos règles au sein de votre foyer. Là, c'est pareil. Il y a des personnes qui arrivent, on leur demande simplement de respecter d'abord la loi, les règles de vie en communauté. Et si nous parvenons à faire respecter cela, Moissac ira beaucoup mieux, je le pense. On dit qu'il y a des gens pauvres, mais heureusement, il y a des gens riches, il y a des grosses entreprises, il y a quand même de l'activité économique qui est quand même intéressante à Moissac et bien sûr autour de Moissac. Au niveau des impôts locaux, rapidement, le foyer fiscal de Moissac s'acquiert à peu près d'une moyenne de 1153 €, ce qui est un résultat plus élevé que la moyenne du département, qui est à peu près de 700 €. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que les impôts sont peut-être un petit peu élevés par rapport au niveau de la population de Moissac? Quel est votre point de vue là-dessus? Effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, une population pauvre. Ce qui fait que Dites-moi, je vais vous aider. Le taux d'imposition? Non, pas le taux d'imposition. Ce qui fait que les efforts financiers reposent sur une minorité de personnes. On va dire les classes moyennes, moyennes ou supérieures. Effectivement, on a un taux municipal de 30,02 ou 0,3% qui est à peu près 8 à 9% supérieur aux communes de taille similaire. Donc il y a un matraquage fiscal à Moissac qui est réel, et force est de constater que cette municipalité n'a pas voulu rompre avec le matraquage fiscal de l'ancienne municipalité socialiste en essayant de baisser les impôts. Alors oui, c'est vrai, je vais être honnête, ils n'ont pas augmenté. Seulement, sur la feuille d'imposition, que constatent les propriétaires moissagais? Qu'il y a une augmentation annuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a un taux lié à la valeur locative qui augmente chaque année. Et donc, si nous arrivons au pouvoir demain, nous essaierons de faire les bonnes économies pour essayer de contrebalancer cette augmentation annuelle et mettre fin à ce matraquage fiscal avec ce taux municipal qui est exorbitant. Donc nous ferons les efforts nécessaires pour que d'ici la fin du mandat, nous puissions baisser le taux municipal pour arrêter de pressurer les propriétaires moissagais. Ce qui va d'ailleurs dans le sens du pouvoir d'achat. En baissant les impôts, on leur permettra à ces familles moissagaises d'avoir un peu plus de pouvoir d'achat et de consommer à Moissac. À Moissac, nous sommes déjà classés grand site. Et en juin, nous avons obtenu en plus la marque Qualité Tourisme. Alors moi j'ai vu ça de la part de Nathalie Brixy, la nouvelle directrice qui me l'a envoyé. Je dis waouh! Et pourquoi? Il y a une mission d'élaboration d'un schéma de développement économique qui est fait autour de la ville, que ce soit donc pour l'économie mais aussi pour le tourisme. Donc aujourd'hui on voit que le tourisme et l'économie sont liés. Quelque chose m'interpelle, c'est de voir qu'il n'y a finalement que je crois qu'il n'y a pas grand monde qui soit passé au niveau touristique, 10 000 personnes. On se dit que les gens viennent voir le cloître, ce qui est normal, passent une journée à Moissac et hop, repartent. On n'arrive pas à les garder. Parce qu'en plus de ça, on a un centre-ville qui se meurt. Et à côté de ça, on autorise par exemple des grandes surfaces comme à Castel, qui est juste à côté de chez nous, à augmenter la surface de quasiment 1000 m² supplémentaires.
Tant mieux pour eux, tant mieux pour l'économie locale, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là-dessus entre ce tourisme qui ne fonctionne pas et cette économie du centre-ville qu'on n'arrive pas à faire fonctionner? Pour rebondir sur votre question, effectivement, je regrette à titre personnel qu'à l'intercommunalité, justement, les élus moissagais, puisque nous avons quand même deux vice-présidents à l'intercommunalité, notamment, ne soient pas montés au front pour s'opposer à cette extension de magasins Leclerc. Oui, pour citer donc la marque Leclerc. C'est quand même fortement regrettable parce que d'un côté, on ne dit rien là-dessus et de l'autre côté, on crée un PAM pour l'attractivité moissagais, pour les commerçants, un peu à la va-vite, à la fin du mandat, dans un sauf qui peut généraliser. Donc voilà, il y a quand même une ambiguïté dans le positionnement politique de l'équipe municipale actuelle et notamment de certains élus qui sont amenés à se présenter dans quelques temps aux prochaines municipales. Après, c'est vrai que sur le problème du tourisme, effectivement, le talon d'Achille de Moissac, et vous l'avez dit, c'est que les touristes ne restent pas. Les hôtels ne sont pas en grande forme à Moissac. Parce qu'en réalité, c'est plus une ville de passage qu'une ville de tourisme sur long terme. C'est lié au fait qu'on est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc on a un tourisme semi-religieux, je vais dire, ou historique, voilà, qui fait que les gens sont de passage, ils arrivent le soir, ils dorment à Moissac de temps en temps. Souvent même, ils ne dorment pas à Moissac parce que quand on regarde les commentaires sur les sites de tourisme, ils sont très négatifs sur Moissac et ça je le regrette. Donc il faut qu'on travaille absolument à l'amélioration de l'image de Moissac. Ça rejoint ce que je disais au début sur retrouver la salubrité, la propreté en centre-ville notamment. Et effectivement, je pense qu'à Moissac, on a tout misé sur l'abbatiale et le cloître, sur le tourisme, je veux dire, de pierre. C'est bien, effectivement, mais on se rend compte qu'il y a une érosion, puisque notamment l'an dernier, il y a eu une diminution de 9% des visites au niveau de l'abbatiale. C'est possible, je dois avoir les chiffres. Oui, je vais continuer, je vais vérifier. Donc, il faut essayer de trouver des solutions et arrêter d'être omnibulé uniquement par l'abbatiale et le cloître. Évidemment, ça doit être le cœur de notre attractivité touristique. Ça, on n'y revient pas dessus, nous sommes tous d'accord. Néanmoins, il faut que nous rééquilibrons la politique touristique au profit notamment de l'eau. On a on a le canal du latéral à la Garonne et on a les berges du Tarn qui sont quand même splendides. Rien n'est fait là-dessus. Donc nous, ce que nous souhaitons, c'est de rééquilibrer la politique touristique pour mettre en valeur ces berges du Tarn avec de nouvelles activités, notamment l'été, qui permettraient aux touristes, notamment aux familles qui viennent à Moissac, d'avoir d'autres activités après leur visite du cloître ou de l'abbatiale. Également, je pense qu'on devrait développer l'agritourisme. Nous sommes la ville agricole par excellence du département. Nous sommes le premier département producteur de pommes en France et Moissac est la zone où il y a le plus de pommes produites dans le département. Donc il faudrait peut-être travailler là-dessus en collaboration avec les agriculteurs pour développer l'agritourisme. Ça permettrait d'attirer des touristes venant des grandes villes, donc qui ont une manne financière qui dépenserait de l'argent à Moissac. Et puis, il faut aussi travailler avec l'intercommunalité et l'ensemble des communes avoisinantes. Notamment, nous allons mettre en place, nous allons expérimenter une navette communale sur le modèle de ce qui se fait avec la navette Tulipe à Castel-Sarrazin si nous sommes élus. Et aux périodes estivales, nous souhaitons que cette navette communale participe justement à l'attractivité touristique de notre territoire en mettant en relation les divers acteurs du tourisme. Puis il faut aussi peut-être faire plus confiance à ceux qui vivent du tourisme, les hôteliers, les hébergeurs, les commerçants, l'été notamment, et puis pas que l'été, mais à certaines périodes de l'année, comme Noël, Pâques, etc., peut-être permettre aux commerçants d'ouvrir en nocturne avec, à côté, en complémentarité, des animations de rue thématiques liées à la saisonnalité. Pour essayer de refaire vivre aussi le centre-ville. Alors, vite fait, c'est plus 14% en 2008, donc quasiment 10 000 visiteurs ont été accueillis apparemment dans Hors-les-Murs en juillet et août de l'année dernière. Ce sont les chiffres. Hein, je parle de l'abbaye. C'est ce que nous a donné à ce niveau-là. Il y a une baisse de 9%. Donc il faut qu'on arrive à se renouveler et pour cela, il faut oser. Voilà, il ne faut pas rester dans un certain confort. Dans lequel se love la mairie actuelle, en ayant repris l'héritage de la mairie précédente, en centralisant tout sur l'abbaye. L'abbaye est le cœur, mais il faut qu'autour ça rayonne. Et rayonner au niveau de Moissac, c'est aussi
nous avons aussi la volonté de faire de Moissac le centre de rayonnement de tous les touristes qui viendront dans l'ouest du département. C'est-à-dire que les touristes pourraient aller à Haut-Villars, à Valence, etc., après avoir visité Moissac, et venir dormir à Moissac. Voilà. C'est aussi notre objectif, faire de Moissac le point d'ancrage d'où rayonneront les touristes qui visiteront tout l'ouest du département. Est-ce que le tourisme est donc lié à l'économie? Est-ce que l'économie est liée au tourisme? Est-ce que si l'économie est meilleure, le tourisme sera meilleur ou vice-versa? Quel est votre point de vue vraiment là-dessus? Ou alors, est-ce qu'on a devant deux entités complètement différentes? Le tourisme et l'agriculture sont les deux mamelles qui font vivre l'économie moissagaise. C'est notre spécificité, c'est une force, mais ça peut être aussi une faiblesse, parce que l'agriculture et le tourisme sont fortement dépendants des conjonctures économiques, du climat notamment. On le voit, il y a une baisse aussi des visites en Occitanie liées aux périodes de canicule. On sait qu'on va vers des étés beaucoup plus chauds, donc les gens se dépasseront moins ou privilégieront peut-être beaucoup plus les zones littorales, que ce soit l'océan ou la mer Méditerranée. Donc on ne peut pas dépendre uniquement que du tourisme et de l'agriculture. On parlait d'intercommunalité. On sait que depuis la réforme du 7 août 2015, qui donc porte une nouvelle organisation territoriale de la République, ce qu'on appelait la loi NOTRe à l'époque, on a vu la communauté des communes Terre des Confluences naître le 1er janvier 2017. Donc c'est tout récent. 22 communes se sont donc associées, c'était obligatoire même. 44 000 habitants sur cette zone-là. Déjà, si on fait du tourisme local, on peut avoir quand même une masse de personnes qui circulent. Est-ce que cette intercommunalité, pour vous, est-ce que c'est un atout ou c'est plutôt quelque chose de dangereux, justement, pour une commune? Et si oui, pardon, j'ai fini, quel serait le rôle que vous vous appropriez à l'intercommunalité, sachant que c'est vaste? C'est vrai que je ne suis pas un grand laudateur de la strate intercommunale. Mais elle existe. Il faut y être. Elle y est. Bon, moi, ça qui y est, évidemment. Donc, il faut essayer d'en tirer le plus d'avantages pour notre commune et au-delà pour le territoire. Quand je regarde actuellement le fonctionnement de l'intercommunalité, je m'interroge quand même sur la place de Moissac. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde les grands projets qui se montent ces dernières années, la maison de santé à Saint-Nicolas, mais surtout la caserne intercommunale, la piscine intercommunale, la cantine centrale intercommunale, tout va se faire à Castel-Sarrazin. Regardez les zones de Barès et de Fleury. Elles sont en plein développement économique. J'ai un chiffre, je crois que c'est aux alentours de 3 millions d'euros qui vont être consacrés pour Barès ou Fleury, une des deux, sur les prochaines années. Castel-Sarrazin bénéficie de la fibre. Moissac, toujours pas. Et là aussi, c'est un désavantage pour le tourisme et le développement économique de notre ville. Donc j'ai l'impression qu'en réalité, Moissac, qui est pourtant, les Moissagais sont pourtant les contributeurs principaux avec les Castel-Sarrazinois de l'intercommunalité, sont les parents pauvres de cette intercommunalité. Et je regrette que nos élus actuels, notamment les vice-présidents qui représentent Moissac, ne tapent pas des fois du poing sur la table pour défendre aussi les intérêts des Moissagais. Alors moi, je ne veux pas rentrer dans le match stérile Castel-Sarrazin contre Moissac. Pas du tout, c'est pas du tout mon objectif. On a l'intercommunalité, Castel et Moissac ont tout intérêt à s'entendre au lieu de se faire la guerre. Donc si demain nous arrivons aux affaires, quelle que soit la couleur politique du maire de Castel-Sarrazin, nous travaillerons avec lui et nous espérons qu'il en fera de même. Il faut aussi arrêter que l'intercommunalité répartisse de manière assez caricaturale les rôles entre Castel et Moissac. Castel, c'est l'industrie à leurs yeux et Moissac, ce serait le grenier de l'intercommunalité, c'est-à-dire l'agriculture. Moissac a le droit aussi de diversifier, d'enrichir son offre économique. Et aujourd'hui, visiblement, quand on voit le développement de la zone du Luc, qui est niveau 0, regardez la zone du Luc à Moissac, il n'y a rien qui se fait. Elle a été faite il n'y a pas longtemps avec mais quand on voit Barès et Fleury, qui sont en très grande croissance, où on voit le président de l'intercommunalité régulièrement dans le journal local se féliciter de l'arrivée d'entreprises sur Barès et sur Fleury, où on va mettre le paquet pour faire venir toutes ces entreprises et qu'on ne le voit jamais à Moissac,
à titre personnel, je le regrette. Donc nous, demain, si nous arrivons au pouvoir, nous taperons du poing sur la table pour faire entendre les intérêts des Moissaguais, tout en respectant l'harmonie nécessaire au bon fonctionnement de cette intercommunalité et de l'entente avec Castel-Sarrazin, mais aussi avec l'ensemble des 21 autres communes. C'est ce que je vais vous demander, parce que justement on parle de Castel de Moissac, mais qu'en est-il des autres? Parce qu'on parle de 22 communes, donc ça veut dire qu'on est sur 2 communes principales, bon, ce qui est normal, c'est quand même les plus grosses communes de là, et les autres petites, on dirait qu'elles sont presque... Elles sont un peu oubliées. Elles sont un peu assez oubliées. Bon, Saint-Nicolas tire un peu son épingle du jeu, c'est vrai, mais après elles sont un peu oubliées. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que justement, il y a des divergences politiques entre les uns et les autres. Peut-être aussi parce que l'intercommunalité, c'est en gros le règne de la loi du plus fort. Et actuellement, le plus fort aujourd'hui, sur le plan démographique, économique, industriel, etc., c'est Castel-Sarrazin. Donc il faut que cette intercommunalité, pour qu'elle marche bien et qu'elle profite à l'ensemble de ses habitants, respecte l'égalité parfaite entre les communes. Un Castel-Sarrazinois ne vaut pas mieux qu'un Moissaguais, et un Moissaguais, d'ailleurs, ne vaut pas mieux qu'un Durfortin. Voilà. D'accord. Pour terminer, parce que le temps passe très vite, M. Lopez, nous serons en 2020, donc l'année prochaine, hein, si tout va bien, je me posais une question et je me disais que, est-ce que, en représentant le RN, le Rassemblement National, non plus le Front National, mais le Rassemblement National, au municipal, est-ce que d'après vous, vous allez peut-être me répondre oui, ce qui est un peu logique, mais finalement, peut-être pas tant que ça, est-ce que c'est un atout d'être RN, étiqueté RN ou pas? Alors, il s'avère que notre liste s'appelle Retrouvons Moissac, et que ce n'est pas une liste Rassemblement National. C'est une liste qui a vocation à rassembler les hommes et les femmes de sensibilité de droite à Moissac. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a des gens du Rassemblement National sur cette liste, j'en fais partie. Il y aura aussi Laurent Trouvé qui était candidat au départemental en 2015 contre M. Henriot, il est arrivé au second tour. Mais il y aura aussi des gens de l'ex-UMP, puisque nous avons Claudine Matala qui a été conseillère municipale UMP entre 2001 et 2008. Nous avons Jérôme Pougnan qui s'est présenté sur une liste d'hiver droite et qui a été un temps proche de M. Guillama. Nous avons Pierre Puchot qui, dans les années 80, lorsqu'il était plus jeune, s'est présenté avec M. Sarrault, je crois, qui était une liste de droite opposée à M. Nanzi. Nous avons des gens connus pour leur attachement au gaullisme. Je pense à Annie Delché, dont le père était une grande figure gaulliste dans le monde des anciens combattants de Moissac. Donc voilà, nous avons quand même, et nous aurons peut-être aussi, pourquoi pas, et je lance un appel à leur égard, des conseillers municipaux de la majorité actuelle qui pourraient nous rejoindre prochainement. Donc nous rassemblons les droites à Moissac, du RN à la LR, et nous avons aussi vocation à rassembler l'ensemble des Moissaguais, parce que je considère qu'un Moissaguais de droite n'aime pas mieux Moissac qu'un Moissaguais de gauche, et les électeurs de Jean-Paul Nanzi et de Pierre Guillama sont aussi les bienvenus dans notre équipe. J'en ai rencontré, plusieurs d'entre eux nous soutiennent. Il y a des anciens adjoints de M. Nanzi, bon, qui maintenant ont un âge avancé, mais qui font campagne auprès de leur entourage pour nous et ne s'en cachent absolument pas. Donc ce n'est pas, je le rappelle, une liste Rassemblement National. Oui, moi je suis au Rassemblement National, mais il y a des gens dans ma liste qui ont voté François Fillon à la présidentielle, il y en a même qui ont voté Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle. Donc moi je ne suis pas sectaire. Alors peut-être qu'en face, effectivement, vous allez avoir des listes qui sont téléguidées par des partis et qui sont dans une sorte d'endogamie partisane et de pensée idéologique. Moi non, il y a des gens de droite et aussi de gauche qui nous soutiennent et qui font partie de notre équipe et de notre liste. Maintenant, pour finir sur le Rassemblement National, si l'on regarde les communes que ce parti a conquis en 2014, notamment, il y en a une dizaine à peu près, mais on peut citer Nîmes-Beaumont dans le nord et Beaucaire dans le Gard, plus proche de chez nous. Ces maires sont réélus très certainement dès le premier tour, ils feront partie des maires les mieux élus de France. Il y a eu des sondages de l'IFOP qui sont sortis au cours de leur mandat, et les villes dirigées par des maires affiliés au Rassemblement National récoltent 3/4 d'opinion positive de leurs administrés. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui, lorsqu'ils sont arrivés aux manettes, on allait prédire une pluie de sauterelles qui allait s'abattre sur leur commune.
des communes qui allaient s'entourer de barbelés, qui allaient se replier sur elles-mêmes, et en réalité, ce n'est pas le cas. Ce sont des maires qui gèrent de manière, en bon père de famille, leur commune, qui ne sont pas du tout sectaires, qui, contrairement à ce qui est dit, aident aussi le milieu associatif, donnent leur chance à tous les habitants de leur commune, et ce quels qu'ils soient, et gèrent leur commune de manière pragmatique et avec du bon sens. Voilà. Donc, s'il y a des Moissagais qui sont inquiets, rassurez-vous demain, si nous arrivons aux affaires, il y aura une ville prospère, apaisée sur tous les points et où on essaiera d'amalgamer toutes les bonnes volontés pour le bien de Moissac. On va terminer là-dessus. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci à et vous. tout simplement, on va vous souhaiter une bonne campagne. Et on se revoit très prochainement. Une campagne qui, je l'espère, sera courtoise entre l'ensemble des candidats et se déroulera de manière respectueuse et apaisée. À l'heure à laquelle nous allons diffuser cette émission, nous savons que nous avons quoi? Vous êtes 4 candidats vraiment à être déclarés ou déclarables dans les jours qui arrivent. Vous avez été le premier, à l'officialiser en tout cas. Les autres vont arriver très prochainement. Dès lors qu'ils l'auront fait, du coup, j'espère qu'ils répondront comme vous favorablement à cette invitation. Je n'en doute pas. Je pense pas, et puis comme ça, chacun aura droit à ses 30 minutes de parole. Merci M. Lopez. Je vous en remercie. Et puis à très bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Des Plus. Bye bye.